Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans une histoire qui défie vraiment la logique. Un paradoxe aussi terrifiant que fascinant. Oui, bonjour. C'est une histoire qui est pleine d'enseignements même aujourd'hui. Alors, pour planter le décor, on est le 9 octobre 1963, en Italie. Et là, on a un barrage, tout neuf, un véritable bijou de technologie. On le présente comme le plus haut du monde, un des plus solides, et il est là, parfaitement intact. Fier, presque arrogant au-dessus du désastre. C'est ça. Et pourtant, au même moment, juste en dessous, des villages entiers sont littéralement rayés de la carte. En moins de 5 minutes. C'est toute l'énigme en fait. Le barrage n'a pas cédé. Il n'y a pas la moindre fissure, rien. La catastrophe n'est pas venue de l'ouvrage lui-même. Exactement. Du coup, la question est là, elle est brutale. Comment un chef-d'œuvre d'ingénierie, une structure qu'on dit irréprochable, a pu être au centre d'une telle tragédie? Si le béton a tenu, qu'est-ce qui a pu se passer? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au contexte de l'époque. On est dans l'Italie des années 50. Oui, c'est l'Italie du miracle économique. Le pays sort de la guerre, il se reconstruit à une vitesse folle. Et pour ça, il faut de l'énergie. Énormément d'énergie. Oui, une soif inextinguible pour les usines, pour les villes, et l'hydroélectricité à ce moment-là, c'est la promesse d'une énergie propre, puissante. Et c'est aussi un symbole. Un symbole de quoi? De la modernité? De la maîtrise de la nature par le génie humain. C'est une sorte de revanche sur les années sombres de la guerre. On va dompter les montagnes pour apporter le progrès. Et le barrage du Vajon, c'est le projet phare. La couronne de ce miracle. Les documents qu'on a consultés le décrivent comme un chef-d'œuvre absolu. Ah oui, techniquement ça l'était. Il faut s'imaginer cette structure, une double voûte élégante, vertigineuse, 262 mètres de haut, coincée dans une gorge très étroite des Alpes. Conçu pour résister à des pressions absolument colossales. Et sur ce point précis, il faut le dire, les ingénieurs ont réussi. Ils ont plus que réussi. Et c'est là, en fait, que le piège commence à se refermer. C'est un biais cognitif assez classique dans les grands projets. On focalise toute l'intelligence, toutes les ressources sur l'objet technique, sur le symbole. Ici, la solidité du barrage. Exactement. On a calculé, testé, surdimensionné la structure pour qu'elle soit infaillible. Mais pendant que tout le monde regardait le béton, la véritable menace... Elle était ailleurs. Elle était cachée à la vue de tous, dans la montagne elle-même, celle qui allait former les berges du lac artificiel. Alors cette menace, justement, elle n'est pas sortie de nulle part le soir du drame. Les sources sont formelles. Les signaux d'alarme étaient là. Et pas depuis des mois, mais des années. Absolument. Dès les toutes premières études géologiques, avant même de poser la première pierre. Qu'est-ce qu'elles disaient, ces études? Eh bien, les géologues, et notamment un expert autrichien très réputé, Léopold Müller, ont tout de suite vu le problème. La montagne qui surplombe la vallée, le Monte-Toc... Le Monte-Toc? Voilà, elle a un surnom dans le dialecte local, la montagne pourrie. Ah, ça ne s'invente pas. Non, et ce n'est pas un hasard. Les études ont montré que tout son flanc nord était une gigantesque masse instable. En gros, posée sur une couche d'argile. Une sorte de savonnette géante. C'est un peu ça, oui. Et pire, ils ont identifié les cicatrices d'un énorme glissement de terrain préhistorique. La montagne avait déjà glissé massivement par le passé. Donc, remplir cette vallée avec des millions de mètres cubes d'eau, c'était... C'était comme réveiller un monstre endormi. Attendez, ça paraît fou. On a des géologues qui disent, en substance, attention, cette montagne est instable et a déjà glissé, et la CAD, la société qui gère le projet, décide de continuer. Oui. Mais qu'est-ce qui, dans la tête d'un ingénieur de l'époque, lui fait dire « non, c'est bon, on maîtrise ». Je pense que c'est un cocktail de plusieurs facteurs. D'abord, cette fameuse hubris technologique dont on parlait. L'orgueil de l'ingénieur? C'est ça. L'idée que la technologie peut tout résoudre. Une montagne instable, pas de problème, on va la surveiller avec des instruments, on va la piloter. Et puis il y a la pression économique, j'imagine. Bien sûr. Le projet était lancé, des sommes colossales engagées, reculer, ça aurait été un aveu d'échec monumental. Et puis il y a eu un précédent. Un précédent de... Oui. En 1959, à quelques kilomètres de là, sur un autre barrage de la SAD, celui de Pont-de-Seuil, un glissement de terrain s'est produit dans le réservoir. Une vague de 20 mètres, un mort. C'était un avertissement grandeur nature? On pourrait le croire, mais la direction a conclu que le Vajon était différent, que la géologie n'était pas la même. En fait, ils ont vu le précédent non pas comme un stop, mais comme une leçon qui leur permettait de mieux maîtriser le risque.
C'est pervers comme logique. C'est une logique glaçante. D'ailleurs, les experts ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Il y a eu des voix locales, une journaliste notamment. Oui, Tina Merlin, une journaliste locale très courageuse qui, dans les colonnes du journal L'Unità, n'a cessé d'alerter. Elle relayait les craintes des habitants qui voyaient la terre bouger, les maisons se fissurer. Et comment ça a été reçu, hein? La SAD-CELI lui a intenté un procès pour diffusion de nouvelles fausses et tendancieuses. Incroyable. Elle a été acquittée, mais le message était clair. On ne tolérait pas la dissidence. La machine du progrès ne devait pas être enrayée. Donc, pour résumer, on a une expertise scientifique qui alerte, un précédent dramatique et une journaliste qu'on essaie de faire taire. Le tableau est déjà sombre. Très sombre. Et puis on commence à remplir le réservoir. Et là, la montagne réagit. Forcément. Exactement comme prévu par les géologues. C'est un cas d'école. Dès les premiers remplissages, les instruments de surveillance s'affolent. Qu'est-ce qu'ils mesurent? Le flanc du mont Tétoc qui se met à glisser. De quelques centimètres par jour au début, des fissures de plusieurs mètres apparaissent sur les routes, les arbres s'inclinent, la montagne entière flue vers le lac. Et face à ça, face aux données qui hurlent le danger, quelle est la décision? C'est là qu'on bascule, je pense, de l'erreur à la faute. La réaction des responsables est à la fois fascinante et effrayante. C'est-à-dire? Au lieu d'arrêter de vider le lac, de tout réévaluer, ils décident de gérer la montagne. Gérer la montagne? Mais comment? En faisant varier le niveau de l'eau, ils font des tests, ils vident un peu le lac, puis le remplissent à nouveau en espérant trouver un niveau d'eau magique qui stabiliserait le glissement. Mais c'est insensé! C'est comme essayer de calmer un volcan en jetant des seaux d'eau dans le cratère. C'est presque enfantin comme approche. C'est exactement ça. On traite le symptôme, le glissement, sans jamais remettre en question la cause, la présence du lac. C'est une tentative désespérée de faire plier la réalité pour qu'elle colle au projet. Et non l'inverse. Voilà. C'est l'illusion du contrôle à son paroxysme. Il pensait qu'en mesurant le mouvement en millimètres près, il le contrôlait. Mais mesurer la vitesse d'une avalanche ne l'empêche pas de dévaler. D'accord, mais à ce stade, est-ce qu'on peut vraiment parler que d'arrogance ou est-ce que c'est aussi que la technologie des BOC était limitée? Ils étaient arrogants ou juste dépassés par leurs propres outils? C'est une excellente question. Et la réponse est probablement un peu des deux. Leur modèle de calcul était certainement moins sophistiqué que les nôtres. Ils ont par exemple totalement sous-estimé la vitesse potentielle du glissement final. Donc ce n'était pas de l'ignorance pure? Non, loin de là. Ils savaient que ça glissait. Ils savaient que la masse était énorme. Le véritable échec, il n'est pas dans la modélisation. Il est dans la décision. Face à une incertitude aussi majeure, avec des vies en jeu, la seule réponse rationnelle, c'est la prudence maximale. Et eux, ils ont choisi l'inverse. Ils ont choisi l'optimisme forcé. Ils ont parié que le glissement serait lent. C'est un échec de jugement, pas seulement un échec de calcul. Et ce pari, ils vont le perdre. De la manière la plus tragique qui soit, lors de cette nuit du 9 octobre 1963. Les jours précédents, il a beaucoup plu, ça a lubrifié encore plus la couche d'argile. Les instruments montrent que la vitesse du glissement s'accélère de manière exponentielle. On sent la tension monter. Le dernier ingénieur sur place comprend que c'est imminent, mais il est trop tard pour évacuer. Et à 22h39, le point de rupture est atteint. Qu'est-ce qui se passe exactement? Un pan de montagne de 2 km de long, plus de 270 millions de mètres cubes de roches et de terre. C'est un volume 2 fois supérieur à celui du pain de sucre à Rio. C'est inimaginable. Et cette masse se détache d'un seul bloc. Et elle plonge dans le lac à plus de 100 km/h. La physique est implacable. C'est l'effet d'une météorite qui tombe dans une baignoire. Exactement. L'eau est déplacée avec une violence inouïe et c'est là que le paradoxe devient complètement fou. La vague. Une vague colossale se forme. Une première vague haute de 250 mètres. 250 mètres? C'est la hauteur d'un gratte-ciel de 80 étages. Et cette vague, elle passe littéralement par-dessus le barrage. Sans l'endommager, sans lui faire le moindre mal. C'est ça qui est crucial. La structure a tenu sa promesse. Les ingénieurs avaient raison sur ce point précis. Leur barrage était une merveille de solidité. Un succès technique total. Mais cette vague monstrueuse, cette masse d'eau et de débris, elle poursuit sa course folle dans la vallée en contrebas. Elle frappe le village de Longaronne avec la puissance d'une bombe atomique. En quelques minutes, Longaronne et 3 autres hameaux sont anéantis. Près de 2000 personnes sont tuées, la plupart dans leur sommeil. Le lendemain matin, le spectacle est apocalyptique. Une plaine de boue, de roches, de débris, là où il y avait une ville. Et au-dessus de tout ça,
dominant ce paysage de mort, Le barrage, debout. intact. Le choc psychologique a dû être terrible. Comment on peut accepter ça? Comment un ouvrage qui n'a pas failli peut-il être la cause d'un tel carnage? La réponse, évidemment, elle n'est plus dans le béton. Elle est dans la chaîne des décisions humaines. Les enquêtes, les procès qui ont suivi ont mis en lumière tout ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que tout était connu. Tout était connu, documenté, écrit noir sur blanc dans les rapports. Les risques avaient été identifiés et systématiquement minimisés. Est-ce qu'il y a eu des responsables? Des condamnations. Oui, il y a eu un procès. Plusieurs ingénieurs et dirigeants de la SADC ont été condamnés pour homicides multiples par imprudence. Mais ce qui est important, c'est que la justice a reconnu que la catastrophe était prévisible. Ce n'était pas une fatalité, pas un acte de Dieu. C'était le résultat de choix délibérés. Exactement. Le choix d'ignorer les avertissements, de privilégier le profit et le prestige au détriment de la sécurité la plus élémentaire. Ce qui nous ramène à la leçon fondamentale de cette histoire. L'excellence d'une partie d'un système, ici le barrage, ne garantit absolument pas la sécurité de l'ensemble. C'est la leçon centrale. On peut avoir la pieuse la plus parfaite du monde si elle est intégrée dans un environnement qu'on refuse de comprendre et gouvernée par des décisions irrationnelles. L'échec global peut être catastrophique. Et ça nous amène à la véritable nature de la rupture. Ce qui a cédé cette nuit-là, ce n'est pas le barrage. Ce qui a cédé, c'est la foi aveugle dans la technologie. Cette confiance excessive dans notre capacité à tout mesurer et donc à tout contrôler. Il y a une phrase dans un des documents qu'on a lus qui résume ça de façon très percutante. Le véritable point de rupture n'est pas toujours une fissure visible. Cette phrase est essentielle. Elle nous force à regarder au-delà du matériel, du béton. Le point de rupture, parfois, est immatériel. C'est un biais cognitif partagé par toute une équipe. Ou la pression économique. Ou la pression économique qui force à prendre des raccourcis. Ou, comme au Vajon, c'est ce moment précis où une organisation choisit collectivement d'ignorer ce qu'elle sait déjà. C'est une rupture cognitive et éthique en fait. C'est ça, la faille n'était pas dans le béton, elle était dans le jugement humain. Et cette histoire, même si elle a 60 ans, elle a une résonance folle aujourd'hui. Ce qui soulève une dernière question, une pensée que les sources nous invitent à avoir. Oui. Est-ce que nos grands projets modernes, avec nos satellites, nos modélisations 3D, nos intelligences artificielles, est-ce qu'on tient vraiment mieux compte des avertissements scientifiques? C'est toute la question. On a infiniment plus de données. On peut modéliser des scénarios bien plus complexes. Mais est-ce que ça s'accompagne d'une plus grande humilité? Ou est-ce que notre confiance excessive s'est juste déplacée? Du béton vers l'algorithme? C'est une bonne question. On pense que si le modèle informatique dit que c'est sûr, alors ça l'est. En oubliant parfois que le modèle ne vaut que par les hypothèses qu'on y émuse au départ. Et on pourrait se demander si on n'est pas tout aussi capable aujourd'hui d'ignorer une Tina Merlin qui nous dérange ou de minimiser un rapport d'experts qui va contre nos intérêts. C'est une question qu'on peut laisser ouverte. Une invitation à la réflexion.